Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce jeudi 27 février. Ce soir, un conseil municipal debout hier à La Roche-sur-Yon pour Jacques Oxiette, le président des Pays de la Loire, participait pour la dernière fois à la vie politique vendéenne avant de rejoindre ses nouvelles terres angevines. Rencontre avec celui qui a passé plus de 40 ans dans le paysage politique local. La disparition du lait Le Petit Vendéen. Depuis lundi, la production de la laiterie de Mareuil-sur-Lay est terminée et ce, un mois avant la date initialement prévue. Haricots verts, salades, pommes de terre primeur ou encore fraises, c'est maintenant que sont plantés les premiers fruits et légumes du printemps. Un maraîcher de Chaland va nous dire comment s'annonce la saison. Et puis les coulisses du retour de Chloé Trespeuch à Saint-Jean-de-Mont. La ville a organisé hier soir une petite réception privée pour la médaillée olympique. 44 ans après ses premiers pas en politique, des débuts à La Roche-sur-Yon d'ailleurs, Jacques Oxiette a dit adieu hier soir à ses engagements locaux. 3 semaines avant les élections et donc avant le renouvellement des élus, il participait à son dernier conseil municipal vendéen. Des applaudissements, de l'émotion, du respect pour saluer Jacques Oxiette, présent hier soir pour son dernier conseil municipal de La Roche-sur-Yon. Un peu plus tôt, l'ancien maire de la ville était attendu ici même où sa carrière politique a débuté. J'ai quand même commencé ici, d'abord en exerçant une activité professionnelle que j'aimais bien. Le petit prof de maths, à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, et j'ai bien aimé mon métier. Et puis après, l'histoire n'était pas écrite d'avance, vous savez, socialiste en Vendée, le plan de carrière n'était pas assuré, n'est-ce pas ? Avant de devenir président du conseil régional des Pays de la Loire, Jacques Oxiette fut maire de La Roche-sur-Yon de 1977 à 2004, avant de laisser la place à Pierre Regnault. C'est quelqu'un qui effectivement a marqué non seulement le territoire, le développement de la ville, mais aussi les esprits. Il a participé à l'éducation politique et citoyenne de nombreux élus, dont je fais partie, mais également de beaucoup de Yennais et de Vendéens. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est effectivement un grand républicain, fort dans ses convictions, mais qui a toujours su respecter le débat démocratique. Et c'est pour souligner son rôle dans le développement de la ville que la médaille de maire honoraire a été remise à celui qui en fut premier magistrat pendant 27 ans. Partisans comme adversaires, tous reconnaissent des qualités humaines à celui qui incarna longtemps la gauche en Vendée. Quelqu'un de très humain, de très accessible également pour ses nouveaux élus, qui nous donne du temps. Et puis quelqu'un qui donne une réelle place à la jeunesse et aux femmes en politique. Et je crois que c'est important aujourd'hui. Pour moi, Jacques Oxiette a été mon proviseur de lycée, 3 ans au lycée Mendès-France. C'est le premier souvenir que j'en ai. Ensuite, souvenir plus politique. Quand il y a un problème pratique, il essaye de le résoudre pour les Yonnais. Ça, j'apprécie, mais il y a son côté idéologique, engagé politique. Il a été très rugueux quand il était plus jeune. Je pense qu'il est un peu plus lisse maintenant qu'il a un certain âge. Et je respecte tout à fait l'adversaire politique, dont je reconnais les qualités, même si bien sûr je ne partage pas ses idées. La carrière politique de Jacques Oxiette est passée également par le Conseil général de la Vendée entre 1979 et 1985. Il a déjà annoncé qu'il ne serait pas candidat lors des prochaines élections régionales en 2015. Jacques Oxiette qui est donc depuis quelque temps déjà installé à Angers. Au chapitre municipal, cette inquiétude des préfectures. Il ne reste plus que 5 jours ouvrés pour déposer les listes électorales. Sans ce dépôt de liste désormais obligatoire dans toutes les communes, pas de candidat possible. Une nouveauté 2014 qui n'a peut-être pas encore été bien comprise par tous. Regardez, en Vendée, presque un quart des communes de plus de 1000 habitants n'a encore aucune liste validée par la préfecture. Une absence de liste qui concerne aussi la moitié des communes de moins de 1000 habitants. Alors si vous êtes concerné, eh bien la préfecture et les 2 sous-préfectures demandent d'anticiper un petit peu la date du 6 mars et donc de prendre rendez-vous au plus vite. Direction la Châtaigneraie à présent pour notre présentation des listes annoncées comme complètes dans les principales villes du département dont je vous rappelle les chefs-lieux de canton. Dans cette commune de 2700 habitants où le maire sortant ne se représente pas, 2 listes seront proposées aux électeurs le 23 mars prochain. Alors par ordre alphabétique, c'est d'abord celle menée par Joseph Bonneau, sans étiquette. Il est premier adjoint dans l'équipe actuelle. On écoute ses priorités. Mes priorités principales sont l'urbanisme au sein de la Châtaigneraie, plus particulièrement le centre-bourg, qui concerne les vitrines, les façades et l'amélioration que l'on peut apporter pour la vitalité de ce centre-bourg.
Bien sûr, en complément, il y a les friches industrielles, les magasins qui sont restés inoccupés et que l'on souhaite transformer dans les meilleurs délais que possible. Gros souci qui nous incombe actuellement, c'est notre église, un patrimoine important où on vient de découvrir des frais, c'est-à-dire couverture et voûte, à reprendre. Gros souci pour nous. La deuxième liste est menée par Hélène Turcot, sans étiquette. Elle est également adjointe actuellement. On l'écoute, elle évoque ses priorités, parmi lesquelles les travaux de l'église suite à des infiltrations d'eau. Ces travaux essentiels risquent de bouleverser la rapidité de nos projets, qui sont de travailler avec les personnes concernées au réaménagement du centre-ville et à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, de défendre l'économie et le désenclavement du pays Lèche-Seigneurais, de développer les zones de construction tout en préservant les zones agricoles, de créer une aire de loisirs, d'instaurer des référents de quartier et des voisins vigilants, de veiller à l'équilibre du budget et à la réduction de la dette. Ce que nous souhaitons, c'est de donner une nouvelle dynamique à Lèche-Seigneurais pour qu'elle devienne une ville de référence. On va revenir maintenant un instant sur les chiffres du chômage. Alors on parlait hier de l'augmentation de 0,3% relevée en janvier pour l'ensemble du territoire. Eh bien en Vendée, même tendance, plus 0,4%. C'est exactement dans la moyenne régionale. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 6,5% dans les Pays de la Loire. Une augmentation relevée plus particulièrement ce mois-ci chez les seniors dont le taux de chômage ne se stabilise pas. Plus 1% en un mois, plus 11,5% en un an. Sur le Pays des Olonnes, les plus de 50 ans représentent justement près de 20% des demandeurs d'emploi. Ils sont de plus en plus nombreux à chercher ne serait-ce qu'un job saisonnier, comme l'a constaté hier à la quarantaine de recruteurs du Forum de l'emploi des Sables-d'Olonne. Au Sables-d'Olonne, on a une population de demandeurs d'emploi qui ont plus de 50 ans, qu'on va appeler les seniors, qui est de l'ordre de 18 à 20% à peu près. Et c'est aussi pour eux qu'on fait ça. Notre rôle, c'est aussi de promouvoir cette population qui a tous les talents et toutes les compétences, qui est en pleine maturité de carrière et à qui on doit aussi donner sa chance. Image et interview de notre correspondant sur place, Jean-Marie Bidot. Nouveau report de la décision du tribunal dans le dossier Fagor-Brandt. La juridiction accorde finalement 15 jours de plus pour que d'éventuels repreneurs déposent une nouvelle offre ou pour que ceux qui ont déjà déposé la leur peaufinent un petit peu leur plan de reprise. La décision du tribunal de commerce de Nanterre est donc prévue le 13 mars prochain. À Mareuil-sur-Lay, l'activité est également au point mort à la laiterie du Glacusval, celle qui est connue pour produire les briques de lait UHT, le Petit Vendéen. Les salariés ont appris l'arrêt total de la production vendredi dernier. Depuis, ils rangent et chargent les camions d'expédition. Pierre Dalicieux. En tout, en un an, c'est un peu moins de la moitié des effectifs qui ont été réduits. Une soixantaine de salariés sont concernés par l'arrêt total de la production. Une mobilisation est prévue mi-mars, une mobilisation pour la forme car la fermeture sera déjà bien avancée. La brique de lait, le Petit Vendéen, est bel et bien en train de vivre ses derniers jours. Il y a 4 ans, tout juste, la Vendée et la Charente-Maritime s'apprêtaient à vivre une nuit de très fortes tempêtes. Le passage de Xynthia, qui s'est notamment soldé dans le département par 29 morts. Et bien cet après-midi, une partie des habitants de la pointe de l'Aiguillon-sur-Mer se sont retrouvés devant la préfecture à La Roche-sur-Yon pour se faire entendre. L'ARPA, l'association amicale des résidents de la pointe de l'Aiguillon-sur-Mer, se sent un petit peu abandonnée. On a fait un rendez-vous ce matin avec le maire de Guillon-sur-Mer pour qu'il nous apporte son soutien, qu'il poursuive son combat à nos côtés. Et on voulait aussi se rassembler symboliquement devant la préfecture de Vendée, puisqu'on a reçu en 2013, fin 2013, nos ordonnances d'expropriation. Donc voilà, on voulait se rassembler et manifester notre colère, notre incompréhension quant à ces expropriations-là, alors que l'actualité nous montre que d'autres zones ne sont pas concernées par des expropriations. Les victimes de Xynthia, dont la mémoire sera commémorée ce week-end avec l'inauguration d'un mémorial à la Faute-sur-Mer. Encore un peu de patience et haricots verts, fraises, salades seront de retour dans nos assiettes. L'heure est pour l'instant aux plantations dans les jardins et chez les maraîchers professionnels. Anthony Jamin est allé à la rencontre de l'un d'entre eux dans le Nord-Vendée. Donc nous sommes en pleine période pour piquer les produits de printemps. Donc ici vous avez tout ce qui est oignon blanc, le céleri branche, les premiers haricots verts et le fenouil. Période de transition pour les maraîchers. Les cultures hivernales touchent à leur fin et les cultures printanières prennent la relève. La fraise fait partie des fruits les plus attendus par les consommateurs.
Ça tombe bien, ici sur les 7 hectares de l'exploitation familiale, 17 000 plants d'une dizaine de variétés de fraises sont plantés. Des plants qu'il faut renouveler régulièrement. On essaye d'en replanter tous les ans. Après, un plant de fraises peut faire 2 à 3 années. Mais on est obligé d'en replanter un peu tous les ans si on veut avoir toujours des beaux plants. Cette année, près de 5000 plants seront ainsi mis en terre. Ils produiront leurs premiers fruits d'ici 2 mois et demi si les conditions climatiques restent stables, ce qui n'a pas vraiment été le cas cet hiver. Voici, ça c'est des pois gourmands. Une hygrométrie élevée, des carences en lumière pourtant nécessaires à la photosynthèse. Et voici le résultat, des choux-fleurs bien en dessous de leur taille normale. L'hiver n'est pas encore fini, mais on a beaucoup de produits qui arrivent à monter en montaison, donc à monter à graines en avance. Même certains ont 1 mois et demi d'avance. Des cultures précoces et d'autres plus tardives, comme les pommes de terre primes. Qu'importe, comme dirait Michael, il faut laisser le temps à la nature de faire son travail. D'autant que sur l'exploitation, les désherbants et autres additifs de croissance sont bien évidemment proscrits. Ce que l'on cherche, nous, en premier, c'est d'avoir des produits bons et sains, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que l'on plante la mâche. Comme ça, on fait de la mâche qui est légèrement plus développée et surtout qui n'a pas de sable quand on veut la manger. Passionné d'agronomie, Michael travaille tous les mois de l'année à la production de ses 80 variétés de fruits et légumes, tout en méthode traditionnelle. Depuis quelques années, il s'est même lancé dans la production d'arbres fruitiers pour toujours diversifier son offre auprès de ses consommateurs. C'est désormais officiel, le Centre militaire de formation professionnelle a son propre pôle aéronautique. La convention a été signée hier entre le ministère de la Défense, la région et Fontenay-le-Comte. Le CMFP va donc désormais pouvoir former les militaires en passe de réintégrer la vie civile aux différents métiers du secteur de l'aviation, et ce, dès la rentrée prochaine. Actualité décidément très chargée pour le Vendespace. À peine les riders du freestyle session et les cyclistes vendéens partis, que les joueurs de tennis de table investissent le complexe multisport de Mouilleron-le-Captif. Les championnats de France de tennis de table s'ouvrent demain. 3 jours de compétition auxquels participent les meilleurs espoirs de Vendée. Mon objectif en simple, c'est de passer les poules. Et ensuite d'aller le plus loin possible si je réussis à passer les poules. Et en double, c'est d'aller le plus loin possible et de gagner le plus de matchs possible. En simple, c'est de passer les poules. Et ensuite, suivant le tirage, c'est pareil, gagner le plus de matchs possible en espérant atteindre un 8e. Et en double, gagner le plus de matchs possible aussi, vu que le tableau est beaucoup plus ouvert, à voir ce que ça va donner avec le soutien du public qui peut peut-être nous aider aussi. Alors, pour encourager Océane et Elodie, les matchs de poule, les 16e et les 8e de finale sont accessibles demain gratuitement, et ce de 9h30 à 21h30. La billetterie pour les matchs de samedi et de dimanche est disponible sur le site de la Fédération départementale de tennis de table. C'est dans une relative intimité et discrétion que Chloé Trespech a fait son retour hier à Saint-Jean-de-Mont. Il y a 2 semaines, la jeune femme décrochait la médaille de bronze en snowboard cross aux Jeux Olympiques de Sotchi. Et pour ça, la ville comptait bien la féliciter. Regardez. Pas facile de faire une vraie pause quand on s'appelle Chloé Trespech. À peine descendue de son snow, c'est pour mieux remonter sur un quad. Une activité qu'elle affectionne particulièrement quand elle vient rendre visite à son père ici à Saint-Jean-de-Mont. Depuis sa médaille olympique, la jeune snowboardeuse a enchaîné un véritable marathon médiatique. Alors elle est en Vendée pour souffler un peu d'abord, mais aussi pour remercier tous ceux qui l'ont suivie. Oui, je suis vraiment contente et agréablement surprise de voir ce soutien vendéen. Je suis très contente de revoir les gens de Vendée qui m'ont soutenue tout au long de la course. Donc on verra ce soir, mais ça va être un grand moment. Car bien que le passage de Chloé dans le département soit de courte durée, la ville de Saint-Jean-de-Mont a tenu à lui rendre hommage. Dans le public, des représentants départementaux du comité olympique, des présidents d'associations et d'autres qui sont venus voir Chloé la sportive bien sûr, mais aussi Chloé la jeune fille qu'ils ont côtoyée pendant des années. Nous, c'est d'autant plus important parce que Chloé a été une de nos anciennes élèves. Elle a fait ses années collège dans le collège des Lauriers de Saint-Jean-de-Mont. Donc on est très content de venir ce soir voir ses impressions, parce que c'est une chose qui arrive pas souvent dans la vie d'un enseignant. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Elle pèse son poids.
Mais pas question de se reposer sur cette médaille olympique. Chloé va profiter de la Vendée jusqu'à vendredi. Ensuite, il lui faudra reprendre le chemin des entraînements en vue des prochaines Coupes d'Europe et Coupes du Monde qui auront lieu dès le mois de mars prochain. Avant de passer à la météo, un mot de l'exposition Clémenceau et les artistes modernes. Exposition assez exceptionnelle proposée dans le cadre de l'année Clémenceau. Eh bien, sachez que cette exposition, elle se termine dimanche soir. Dès lundi, les Mayol, Monet, Rodin et consorts repartent chacun dans leur collection d'origine. Pour les retardataires, l'Historial de la Vendée propose donc ce week-end 3 nocturnes. De demain vendredi à dimanche soir tard du coup, le musée sera ouvert jusqu'à 1h du matin. La météo de cette fin de semaine, eh bien, il va y avoir du vent cette nuit et demain. Nos voisins de Bretagne, de Charente-Maritime et d'Aquitaine sont d'ailleurs en alerte. A priori, ce serait un petit peu plus calme chez nous, mais quelques risques d'orage sont annoncés, voire de la grêle. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve toujours demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.